Sud Radio, on décrypte le monde. Et on décrypte les nouvelles relations entre l'Europe et les États-Unis. Tiens, au sein de l'OTAN notamment. Vous l'avez entendu, les Européens ont perdu leur boussole. C'est ce que disait une représentante du Parti républicain américain en France il y a quelques instants sur Sud Radio. Est-ce que la situation qu'on vit est inédite? Est-ce que les Américains sont vraiment en train de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine? Sont-ils en train de le faire sur le dos des Européens ou à minima des Ukrainiens? Et surtout, est-ce que la France et l'Angleterre sont capables de combler un vide sécuritaire, au moins en Ukraine? On en parle avec notre invité, le général Yakovlev. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, c'est le commandement suprême interallié des opérations de l'OTAN, notamment en Europe. Concrètement, vous avez toujours été aux premières loges des relations entre l'Europe d'une part et les États-Unis d'autre part. Avant de parler de défense, j'aimerais qu'on parle quand même de ces relations. Concrètement, est-ce que vous avez déjà vu un tel éloignement ? Non, c'est, je pense, une première dans l'histoire, ce que Trump est en train de faire. Alors Trump, il veut être un personnage historique. Bon, là, en l'occurrence, c'est bon, c'est fait. Il est en train de détricoter plus d'un siècle d'investissement américain. La situation actuelle, avant Trump, de la relation euro-atlantique, c'est le résultat de 2 guerres mondiales, excusez du peu, la participation de l'Amérique à 2 guerres mondiales. Vous vous souvenez, Pershing, Lafayette, nous voilà, en 1917. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, Overlord, Normandie. Et après ça, 75 ans de construction de l'OTAN. C'est quand même un très gros investissement. L'Europe occidentale, elle est pro-américaine, elle ne parle pas allemand, ou russe d'ailleurs, grâce aux Américains. Et elle est fondamentalement amicale vis-à-vis de l'Amérique. Jusqu'à il y a quelques années, nous étions la seule zone géographique du monde avec laquelle l'Amérique avait des relations économiques équilibrées, au sens commercial du terme. Et ça s'est dégradé en notre faveur à cause du déficit américain, parce qu'ils dépensent beaucoup plus qu'ils ne produisent. Ce n'est pas de notre faute s'il y a un déficit. Et Trump est en train de jeter tout ça aux orties. Donc effectivement, c'est un moment historique, oui. C'est vraiment un moment historique. Est-ce que nous sommes en train, Michel Yakovlev, d'assister au début de la fin de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Je le pense. Déjà, l'OTAN est fondamentalement basée sur la confiance. Aujourd'hui, je suis poli en disant que Trump n'inspire aucune confiance à personne. Ensuite, il n'y a aucun calcul stratégique dans ce qu'il fait. Je veux dire par là que je pourrais comprendre que Trump brade l'Ukraine pour prix de son rapprochement avec la Russie. Ça peut se comprendre. C'est dégueulasse, c'est déshonorant. De mon point de vue, c'est pas le bon calcul, mais ça peut se comprendre. C'est votre point de vue d'Européen de l'Ouest, après tout, et pourquoi pas, ça pourrait être le nôtre, mais effectivement, ça pourrait être logique d'imaginer que si pour les États-Unis, quand on regarde une carte de très loin, Michel Yakovlev, si pour les États-Unis, la menace numéro 1 désormais, c'est plus la Russie, mais la Chine, dans ce cas-là, elle a tout intérêt à se rapprocher de la Russie, quitte à le faire sur notre dos? Elle n'a pas intérêt à renforcer la Russie, qui est un vassal de la Chine, et qui renforcera la Chine dans son calcul de la faiblesse consubstantielle de l'Amérique. Donc, admettons que le brader l'Ukraine, parce que ce n'est pas une négociation, c'est une braderie à l'heure actuelle, admettons que la braderie de l'Ukraine soit un calcul. Que jeter Zelensky au passage, ça soit un petit plaisir personnel pour Trump. On en est là, c'est aussi bas que ça. En revanche, considérer que brader l'Europe, dire à Poutine ouvertement que dans un monde réparti entre 3 zones d'influence, l'Europe sera dans la zone russe, c'est incroyable, parce qu'à l'heure actuelle, l'Europe est fermement dans le camp américain et veut le rester, et est la première puissance économique du monde. Donc je ne vois pas comment Trump va expliquer à ses propres électeurs que ce qui était fermement dans son camp le serait désormais dans l'autre camp. C'est fou ça. Il veut avoir le Groenland et il va perdre le Danemark, par exemple.
On est dans le degré zéro du calcul. En tout cas, c'est la manière dont vous le voyez. Michel Yakovlev, j'aimerais revenir aussi sur les questions militaires. La France et le Royaume-Uni notamment, dont le président et le Premier ministre sont attendus aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump dans quelques jours, veulent manifestement déployer une force militaire en Ukraine. Concrètement, est-ce que la France et le Royaume-Uni ont les moyens de déployer des forces? Si oui, quelle force et à quoi servirait-elle? Alors, d'abord, je suis moins affirmatif que vous sur le fait qu'ils vont le faire, etc. Qu'ils y pensent, c'est normal. Qu'ils en parlent, moi j'aurais gardé ça pour moi dans l'état actuel des choses, mais on n'en est pas encore là. Ceci dit, il y a une certaine logique. Le jour où il y aurait un accord de cessez-le-feu, pas tant que les hostilités sont en cours, je fais la différence entre cessez-le-feu et traité de paix. Tout le monde dit il y aura un traité de paix, il y aura la paix. Non, ça c'est loin, ça prend des mois et des années en général même. C'est surtout qu'il y a un accord politique, que fondamentalement on finit par se mettre d'accord. Mais là, il n'y revenons aura au pas d'accord cessez-le-feu. politique. Imaginons un cessez-le-feu dans les mois qui viennent. Imaginons un cessez-le-feu, on pourrait concevoir une force en Ukraine. J'entends très souvent dans les médias une force d'interposition. Ça, c'est une erreur fondamentale. Ce n'est pas une force d'interposition comme l'ONU au Liban, la FIDUL, échenillée avec des postes de contrôle tous les kilomètres le long de 1000 kilomètres de ligne. Non, ça serait une force de contre-attaque en arrière du front, à la poignée d'éventail, comme on dit, entre sud, centre et nord, capable de contre-attaquer une force russe si d'aventure la Russie réouvrait les hostilités, relançait la guerre. Et bien entendu, si on a une force terrestre, ça veut dire que nous maîtrisons le ciel au-dessus de nous. Et c'est surtout pour ça que Poutine n'en veut pas. C'est le fait qu'on lui ferme l'espace aérien. Bon, concrètement, est-ce que cette hypothèse est crédible? Parce que quand je vous écoute, ce serait mettre une force de contre-attaque, donc de dissuasion sur le sol ukrainien en cas de nouvelle attaque russe. On serait quand même au bord de la guerre entre la France et le Royaume-Uni, deux puissances nucléaires, et la Russie, une troisième. On ne serait pas au bord de la guerre, pas plus que l'Amérique n'est au bord de la guerre avec la Corée du Nord, avec ses 25 000 hommes stationnés en Corée du Sud. C'est ce qu'on appelle une force de garantie. On n'est pas au bord de la guerre. En plus de ça, on n'est pas au bord de la guerre directe des États contre la Russie, puisque ça serait une guerre circonscrite à l'Ukraine. Donc il ne s'agit pas de contre-attaquer jusqu'à Moscou. Il s'agit de casser la figure aux Russes qui sortent du bois dans l'hypothèse où ils relancent une guerre. Bon, en tout cas, ça c'est l'hypothèse qu'on pourrait formuler. J'ai une dernière question pour vous. Quels sont les moyens dont la France dispose, Michel Yakovlev? Alors, la France, en se mettant à poil, pourrait mettre en place... C'est dit de manière fleurie, mais au moins on aura compris le message. On peut le faire. S'il faut vraiment s'arracher, on peut le faire jusqu'à une division. En gros 15 000 hommes. Il y aura des compléments où on ferait appel à des amis. Les Anglais, à peu près pareil. Ils en ont moins que nous, en fait. Donc, là, une force crédible, dissuasive au sens local, face à une reprise des hostilités, où il n'y aurait pas que les Français et les Anglais, parce que là, on raisonne sur la puissance d'entraînement, et après, il y en a plusieurs qui viendraient avec nous. Et surtout, les forces aériennes qui vont avec, oui, on est capable de le faire. C'est la limite haute de ce qu'on est capable de faire. Ça, on va être obligé de vendre un rein pour y arriver, si vous voulez, mais c'est possible. Si on veut, on peut. Et c'est un risque en tout cas énorme, y compris sur un plan militaire. Et donc c'est pour ça aussi que vous n'auriez pas ébruité une telle hypothèse, si je comprends bien, pour le mot de la fin, Michel Yakovlev. Oui, j'en aurais. Le principe de la négociation, c'est que c'est secret. Alors bon, quand c'est pas une négociation, mais une braderie à la Trump, je veux bien qu'on fasse de la pub pour faire venir le chaland. Un dernier point, le fait que l'Amérique ne soit pas joueur, ça nous pose un vrai problème, parce que l'Amérique a des moyens que nous n'avons pas, et la garantie politique. Mais en réalité, la mesure de ce que nous devons faire, c'est pas l'Amérique, c'est la Russie. C'est face à qui aurait lieu une opération, n'importe laquelle. Et là, face aux Russes, dans l'état actuel des choses, ça va, ils sont à notre mesure. Michel Yakovlev, merci à vous. Je rappelle que vous êtes général, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, le commandement suprême allié des opérations de l'OTAN. C'est pas tous les jours qu'un ancien membre haut placé de l'OTAN vous explique que l'OTAN est en train de vivre ces derniers mois ou ces dernières années. On y reviendra évidemment avec vous, pourquoi pas. Merci beaucoup, Michel Yakovlev.